Groupe B. Un nom qui à lui seul représente les plus belles ainsi que les pires années de l'histoire du rallye. Et peut-être même d'ailleurs du sport automobile dans sa globalité. Une époque qui voyait s'affronter sur des routes de campagne des pilotes dont le courage n'avait d'égal que l'ingéniosité des concepteurs de ces bolides aux puissances inégalées. Une compétition où l'unique règle était l'absence de règles. Un combat contre les éléments, ses adversaires et soi-même, dans une recherche permanente de la limite. Mais lorsque l'on danse de même avec le point de rupture, les conséquences peuvent être désastreuses. Le groupe B était trop beau, trop fou, trop dangereux pour exister. Alors aujourd'hui, je te raconte l'histoire du dernier de ces monstres du rallye. Voici la Ford RS200, la voiture qui a tué le groupe B. Ford et le rallye sont quand même pas mal potes. L'Opale Bleu, via sa branche britannique, est un habitué des routes de spécial et a fait naître des noms devenus depuis des légendes de la discipline, comme la Ford Escort, Sierra ou encore Focus. À la fin des années 70, Ford connaît de grands succès en compétition, notamment grâce aux excellentes Ford Escort Mark II RS 1600 et RS 1800, avec lesquelles il remporte le titre constructeur et pilote en 1979. Alors naturellement, lorsqu'en 1982 une nouvelle catégorie reine du rallye voit le jour, intitulée Groupe B, Ford se hâte de préparer une voiture. La nouvelle réglementation offre aux constructeurs beaucoup plus de liberté et de performance. De ce fait, les Britanniques doivent se préparer à la compétition féroce qui les attend en championnat du monde des rallyes, face à Audi, Peugeot, Lancia et de nombreux autres constructeurs. Logiquement, le choix est fait de baser cette nouvelle voiture sur la Ford Escort Mark III, récemment dévoilée en 1980. Cela représente un timing parfait pour garder le nom Escort déjà bien installé en rallye, tout en proposant une belle communication autour du modèle de série. Le travail commence alors au sein de la division rallye de Ford pour ce nouveau projet destiné au groupe B, la Ford Escort RS 1700T Mark III. Mais alors que le développement s'étale et prend du retard sur l'année 1982, naît le doute chez Ford sur la réelle compétitivité de la voiture. La RS 1700T devrait être une propulsion à moteur avant, animée par un 4 cylindres Cosworth Turbo de 1,8 litre de cylindrée pour 300 chevaux. Or, les 4 roues motrices semblent s'installer comme le nouveau standard en rallye. L'Escort Groupe B semble alors être, alors même qu'elle n'a même pas encore vu le jour, obsolète et incompétitive. De plus, Ford veut désormais paraître comme une marque de haute technologie, et une simple berline à propulsion n'est pas suffisante pour les ambitions de l'Opale Bleu. Le projet RS 1700T et toutes les promesses qu'il proposait sont alors abandonnés début 1983. Mais l'absence de résultats après tant de moyens investis dans le projet n'est pas du goût des hautes sphères de chez Ford. C'est pourquoi, à la fin 83, un nouveau projet naît. Son nom, RS200. Son but, dominer le groupe B et placer Ford au sommet du rallye mondial. Les leçons apprises lors du projet précédent sont mises à profit pour concevoir, à partir d'une feuille blanche, une toute nouvelle voiture, spécialement conçue pour la performance pure. Dans l'essence, une supercar pour les spéciales boueuses du groupe B. Le cahier des charges tient sur un ticket de métro. 4 roues motrices, légèreté et puissance. Afin de réaliser la lourde tâche de concevoir cette machine, Ford fait appel aux ingénieurs Tony Southgate et John Wheeler, tous les deux issus de la Formule 1. Ensemble, ils conçoivent une voiture dans un style plus proche des prototypes peuplant les 24 heures du Mans qu'une voiture de rallye. Ils insistent auprès de Ford d'opter pour une configuration moteur central arrière, reprenant l'idée d'un autre projet autrefois abandonné, la Ford GT70. Ils prennent également la décision de sous-traiter la conception et la fabrication de la carrosserie à Ghia, un des plus anciens carrossiers italiens. Les panneaux de carrosserie de la RS200 seront donc faits en Kevlar, un matériau très léger et résistant, mais extrêmement coûteux. Et lorsqu'il s'agit de la motorisation, on récupère le moteur du projet RS 1700T et Cosworth le retravaille pour faire naître le Ford Cosworth BDT, développant 457 chevaux. Seulement, avec ces décisions de développement viennent quelques difficultés pour les Britanniques. Premièrement, le choix d'un moteur central arrière, c'est-à-dire derrière les occupants, le tout couplé à 4 roues motrices, est une configuration complexe. Elle demande à la puissance, sortant du moteur, de partir vers l'avant pour la boîte de vitesse. Puis elle est envoyée vers le train avant d'être renvoyée aux roues arrière par un second arbre de transmission, traversant la totalité de la voiture, forçant donc au couple du moteur à faire un aller-retour. Cependant, ce système compliqué permet à la voiture de pouvoir fonctionner en mode 4 roues motrices ou propulsion. Cela permettrait de rendre la RS200 plus performante sur le tarmac. Également, le prix élevé de la carrosserie en Kevlar rend impossible la fabrication des 200 exemplaires de série nécessaires pour l'homologation en compétition. Du coup, la construction des modèles de série se fera avec une carrosserie en fibre de verre. Cette tâche est sous-traitée à une autre marque britannique, habituée des voitures de grande performance, Reliant.
Un choix étrange, mais qui forcera cette marque, pourtant habituée à la fabrication de 3 roues économiques, à fabriquer les Ford RS200 de route, pendant que les RS200 Evo, elles, conçues pour la compétition, sont assemblées chez Ford. Afin d'amortir les coûts désormais faramineux du projet, Ford se voit contraint de devoir utiliser des pièces partagées entre plusieurs modèles de la marque, notamment le pare-brise et les feux arrière, récupérés sur la Ford Sierra de première génération. Naît alors la Ford RS200, une véritable supercar taillée pour le rallye. Un ovni total au sein des concessionnaires Ford. Ah bah vous savez, la gamme Ford elle est assez simple, hein. Vous avez la petite Fiesta, un petit peu au-dessus vous avez l'Escort, après vous avez la Sierra un petit peu plus grosse, puis vraiment quand vous le top du top vous avez la Granada, et puis à côté vous avez... La RS200 ne ressemble à aucun autre modèle de la marque, mais malgré son prix bien au sommet des tarifs, la voiture présente une qualité de fabrication et de finition désastreuse, à cause entre autres de la fabrication par Reliant. Mais bon, personne n'achète une RS200 pour son confort intérieur. Ces voitures sont faites pour être conduites à la limite. Il est désormais grand temps pour Ford de se lancer en compétition. On est maintenant au début de l'année 86, et à cause des retards dans le développement de la version Evo, Ford est obligé de récupérer 3 modèles de route afin de les engager pour leur première saison en groupe B. Mais ces RS200 de production ne sont pas aussi performantes que leurs concurrentes. L'Oval Bleu se retrouve donc face au redoutable Peugeot 205 T16 Evo 2, Audi Quattro S1 ou encore l'ancien Delta S4, avec une voiture lourde, peu puissante et un moteur très peu réactif à bas régime à cause de l'énorme turbo. La route face à eux sera longue et difficile, mais il est trop tard pour reculer. Ford est déterminé à prendre d'assaut la saison 86 du championnat du monde des rallyes. Mais malgré le synopsis peu optimiste, les débuts de la RS200 sont prometteurs. Après avoir manqué le premier rallye de la saison au Monte-Carlo, l'équipage suédois de Kaje Grandel et Benny Melander parviennent à hisser leur RS200 sur la dernière marche du podium, sur la neige de leur pays natal. Ils seront malheureusement le seul équipage Ford à terminer l'épreuve. Mais malgré ce résultat encourageant, les célébrations seront de courte durée au sein du clan bleu. Estoril, Portugal, 6 mars 1986. Le local de l'épreuve, Joaquim Santos, s'élance au volant de sa Ford RS200 numéro 15, sur le tracé de la 9e étape du rallye du Portugal. Les routes, tantôt de tarmac, tantôt de terre qu'il emprunte en cet agréable après-midi de printemps, sont jonchées de spectateurs enthousiastes venus en nombre voir, entendre et surtout ressentir les bolides de groupe B atteindre des vitesses vertigineuses. L'épreuve enregistre un nombre de spectateurs encore jamais vu. Les bolides frôlent à presque 200 km/h les quelques spectateurs inconscients qui se placent sur la route et esquivent les autos lors de leur passage. Joaquim, pilote le plus admiré de sa nation, parvient tant bien que mal à se frayer un chemin au milieu de cette forêt de gens. Il a bien l'intention de prouver que les routes de son pays appartiennent à ceux qu'elles ont vu grandir. Il progresse dans la section la plus rapide du rallye, roulant sur l'étroite route de tarmac à plus de 200 km/h. À la sortie d'un rapide virage à droite, un homme s'avance sur le tarmac. Joaquim cherche alors à corriger sa trajectoire pour l'esquiver. Mais à de pareilles vitesses, un coup de volant si brut ne peut pas bien se terminer. L'arrière de la voiture décroche, et alors que l'équipage portugais devient passager de leur engin, la RS200 quitte la route, heurtant de nombreux spectateurs. 3 personnes seront tuées sur le coup, une femme et ses 2 enfants. Un autre spectateur décédera des suites de ses blessures plus tard dans un hôpital. Autour de la voiture, 32 autres victimes se retrouvent dispersées, blessées. Quelques instants après la tragédie, lorsque Marc Duez est témoin de l'horreur de l'incident et informe par radio les organisateurs, lors de son passage avec sa MG Metro 6R4, ces derniers refusent d'arrêter l'épreuve et d'envoyer une ambulance. 11 autres voitures passeront à vitesse de course face aux spectateurs médusés. En guise de protestation face à la situation et par dégoût de ne pas avoir été écoutés depuis le début du week-end par les organisateurs, les équipages participant au rallye prennent la décision de se retirer de l'épreuve par respect pour les victimes et pour la sécurité des spectateurs. Cet événement représente la page la plus noire de l'histoire du WRC et marque un point pivotant dans l'histoire du rallye. Le coup de grâce arrivant 2 manches plus tard, pendant le Tour de Corse, lorsque le très respecté Henri Toivonen disparaît en course avec son équipier au volant de leur Lancia Delta S4. Le groupe B meurt avec eux et la catégorie est supprimée dès l'année suivante.
Le groupe B n'est plus, mais la RS200 n'a pas encore terminé de courir. Après l'arrêt de la catégorie, quelques versions de route sont réhabilitées et engagées dans divers championnats. Notamment en rallycross où la RS200 performera aux mains du Norvégien Martin Skanke, avec laquelle il remportera le championnat du monde des pilotes de rallycross en 1991. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que la version finale de la RS200 aura l'occasion de courir, sur un terrain bien différent de celui pour lequel elle a été conçue à la base, les circuits routiers du championnat IMSA GTO. Mike Pilbeam adapte pour la piste la voiture de rallye ratée. Il conçoit un nouveau kit aérodynamique, retravaille le système de suspension et place dans le châssis un moteur 2 litres Cosworth de 750 chevaux, faisant de cette Ford RS200 GTO la voiture la plus puissante de sa catégorie lors de sa première année en 1989. Elle est confiée aux mains de Jeff Elghanayan pour la première manche du championnat sous le soleil de plomb de San Antonio, au Texas. Et bah cool, ça c'est un chouette projet ça, la voiture est classe, elle a l'air performante. Du coup ça s'est passé comment ? Lors des essais, Pilbeam perd connaissance au volant à cause de la chaleur extrême. Il traverse alors la totalité des stands avant de s'encastrer violemment dans un mur de béton en face de la sortie, détruisant la voiture mais sans faire de victimes. Le châssis est détruit et la saison de la RS200 GTO s'arrête avant même d'avoir commencé. La voiture sera néanmoins reconstruite pour la saison suivante en 1990, où elle se démarque pour son terrible manque de fiabilité et de performance. Les réparations de mauvaise qualité après l'accident du Texas scellant définitivement le sort de cette voiture maudite. Destiné à dominer le championnat du monde des rallyes au sommet du groupe B, le destin de la RS200 fut beaucoup plus sombre. Ford a fait naître avec ce projet un modèle conçu comme une supercar de piste, bien loin des voitures de groupe B qu'elle devait affronter. Malgré les belles promesses et idées de l'Oval Bleu, la RS200 n'obtiendra jamais sa gloire espérée, devenant obsolète sitôt qu'elle fut née. Elle restera alors le dernier monstre des rallyes, incompris, inadapté et maudit.